Après avoir vu la croissance et la nutrition des pluricellulaires, on s'intéresse maintenant à la nutrition et la croissance des unicellulaires. Donc la particularité des unicellulaires, ce que vous devez montrer, c'est que les fonctions que vous connaissez chez les pluricellulaires sont les mêmes chez les unicellulaires, parce qu'en fait c'est les conditions de la vie tout simplement, mais elles sont assurées dans une seule cellule. Donc en gros, ce que font des organes chez un pluricellulaire sera fait par des organites, voire des structures encore plus simples, des molécules, chez un unicellulaire. Donc bien évidemment, l'autotrophie est réalisable dans une seule cellule, vous le savez déjà pour la bactérie Nitrobacter, mais on peut s'intéresser aussi aux algues et montrer que l'autotrophie photosynthétique peut se faire chez des algues unicellulaires. Prenons le cas des euglénes qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles existent sous deux formes. On les a appelées ici forme A et forme B et on vous les montre comme ça sous le microscope. Et puis on fait un broyage avec l'éthanol d'une culture de la forme A et d'une culture de la forme B et ensuite un spectre d'absorption que vous avez ici de la forme A et de la forme B. À partir de la photo et du profil d'absorption, on vous demande d'en déduire le mode trophique des deux formes de Glen. Réfléchissez en mettant en pause. Donc ce qu'on voit sur la première eugléne, c'est qu'elle présente des amas verts qui sont clairement des chloroplastes, qui se voient d'autant plus sur le spectre d'absorption qui montre qu'il y a de la chlorophylle A, de la chlorophylle B. Donc on a ici un chloroplaste d'une algue verte unicellulaire tout à fait classique. La seule chose qui est un petit peu différente, c'est qu'il n'y a pas d'amidon chez cette algue, mais une forme qui polymérise un petit peu différemment, qu'on appelle du paramylon. Donc ici, puisqu'on a de la chlorophylle A et des chloroplastes, on a bien sûr une forme A qui est une forme autotrophe chlorophyllienne. Ce qui est plus surprenant, c'est que la même espèce puisse, dans un milieu riche en matière organique, donner cette forme B dans lequel on ne voit pas de couleur verte sur les structures et on n'extrait d'ailleurs pas de pigments de type chlorophylle. Donc puisqu'il n'y a pas de chlorophylle A, cet organisme, a priori, n'est pas autotrophe, il n'est pas chlorophylien, donc il est hétérotrophe. Et on peut obtenir une forme de Glen hétérotrophe à partir d'une forme autotrophe, pourvu qu'il y ait de la matière organique dans le milieu, première condition possible, ou deuxième possibilité, c'est qu'en plus de la matière organique, on supprime la lumière. Et à ce moment-là, les chloroplastes sont éjectés de l'eugléne qui passe très rapidement sous cette forme hétérotrophe, qui réalise la respiration. Mais il reste des proplastes indifférenciés, ce qui fait que s'il y a un retour de lumière et disparition de la matière organique dans le milieu, on retrouve la forme chlorophyllienne. Donc là, on a une plasticité du phénotype qui est particulièrement marquée chez l'eugléne, puisqu'elle peut passer d'une forme photosynthétique à une forme non photosynthétique selon les ressources disponibles dans le milieu. Et c'est en particulier la quantité de matière organique qui détermine si on est sur une forme autotrophe ou si on est sur une forme hétérotrophe. Donc ça, c'est assez caractéristique des unicellulaires. Les unicellulaires ont souvent une plasticité nutritive, plasticité du phénotype nutritif qui est beaucoup plus marquée que les pluricellulaires qui ont des organes spécialisés et qui ne peuvent donc pas avoir autant de plasticité du phénotype. Vous pouvez rapprocher cela d'ailleurs des bactéries. Les bactéries aussi changent assez facilement de phénotype nutritif, puisque vous connaissez le cas d'Escherichia coli qui peut aussi bien utiliser le lactose que le glucose selon ce qui est disponible dans son milieu, et c'est très rapide parce que c'est juste un petit changement d'expression génétique. Ici, la conversion chez cette eucaryote est un petit peu plus lent puisqu'il y a expulsion des chloroplastes et synthèse de toutes les enzymes caractéristiques de la pas tellement des enzymes, les transporteurs surtout, qui permettent d'importer de la matière organique. Les diatomées, on les a vus comme autre exemple d'organismes autotrophes avec ces pigments jaune-brun caractéristiques et leurs caroténoïdes. Donc là, on voit bien qu'il peut être parfaitement autotrophe, et un unicellulaire aquatique
et d'autant plus facilement autotrophe qu'il fait des échanges directs avec tout son milieu. Alors pourquoi ces autotrophes unicellulaires sont particulièrement importants? C'est parce qu'ils constituent une grande partie du plancton. Donc les pyrénoïdes, c'est ce qui caractérise les algues. Les carboxysomes, c'est ce qui caractérise les bactéries. Ce n'est pas au programme, mais c'est équivalent. C'est un système de concentration du CO2 à proximité d'enzymes de réduction du carbone. On a tendance, nous, parce que nous vivons un écosystème terrestre, à envisager surtout la production d'oxygène atmosphérique par les écosystèmes terrestres, à considérer que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, les journalistes passent leur temps à dire les forêts sont les poumons du monde. Alors, si on y regarde, pas vraiment, puisque l'ensemble des organismes en C3, donc il n'y a pas que les forêts, là, il y a vraiment tous les organismes en C3 possibles, ça ne fournit que 44% de l'oxygène de l'atmosphère. Et même si on rajoutait les plantes en C4, on n'a pas une production extrêmement spectaculaire, puisqu'on arrive à 55%. C'est pas autant que, je pense, vous l'imaginiez. Parce qu'en fait, nous oublions complètement les écosystèmes aquatiques, nous oublions les algues et les cyanobactéries, qui sont particulièrement importantes dans la production de l'oxygène atmosphérique. Puisqu'on a à peu près 47% qui est produit par les algues et les cyanobactéries. Donc on voit que c'est... et dans le plancton, il y a quelques algues pluricellulaires, mais elles ne sont pas très nombreuses. Les algues pluricellulaires, elles sont ici, dans les écosystèmes littoraux. Et dès qu'on est au-delà du littoral, là, on peut considérer qu'on est plutôt avec des unicellulaires pour les algues et avec des pluricellulaires, mais sous forme de bactéries, sous forme de cyanobactéries.